Je parlais de la guerre en Ukraine et des syndicats. Alors, l'invasion coloniale de l'Ukraine par la Russie a suscité une vague d'indignation quasi unanime en Europe et en Amérique du Nord à tout le moins. Dans le reste du monde, en revanche, de nombreux représentants étatiques, dont ceux des deux pays les plus peuplés, la Chine et l'Inde, ont refusé de condamner explicitement, voire pour certains, appuient ouvertement l'agression russe. Alors, mais au-delà des prises de position des représentants étatiques, la question que je vais me poser ici, c'est quelle est la position du mouvement ouvrier, des organisations syndicales, de ceux et celles qui luttent dans les mouvements sociaux, les organisations féministes, anarchistes, écologistes, un peu partout. Alors, c'est ça que je propose de faire en insistant sur deux gros enjeux qui ont divisé le mouvement ouvrier, la gauche en particulier, sur la guerre en Ukraine. Le premier enjeu de tension, enfin la première tension, c'est la question de savoir est-ce que oui ou non les syndicats, le mouvement social doit appuyer ou non les livraisons d'armes, le soutien armé à la résistance ukrainienne ou au contraire s'y opposer en menant par exemple, comme ça s'est vu historiquement, des actions de blocage des routes, des ports ou des trains, ou au contraire s'y opposer. Ou voire même, on peut leur dire, il y en a certains qui ont cessé la production des armes. Le second sujet de tension concerne les sanctions. Il s'agit ici de savoir s'il faut appuyer les appels au boycott, l'arrêt des importations, stopper les exportations, forcer le retrait des entreprises occidentales, des pays en guerre, sanctionner les oligarques, etc. Alors, si on se plonge tout d'abord du côté des premiers concernés, c'est-à-dire le mouvement ouvrier ukrainien et russe, en ce qui concerne le mouvement ukrainien, euh, d'après les données dont on dispose, il n'y a absolument aucun débat. C'est quelque chose de rare. Le mouvement syndical est uni. Il y a une solidarité très forte, je fais référence à tout à l'heure. Là-dessus, il y a toutes les grandes centrales syndicales ukrainiennes, toutes ont dès le début appelé à la solidarité internationale, en demandant à tous et à toutes de se mobiliser pour apporter des armes et pour mettre en place des sanctions. Et cette solidarité du mouvement, ce n'est pas seulement une solidarité des centrales syndicales, c'est une solidarité que l'on retrouve à travers tous les collectifs socialistes, féministes, LGBTQI, anarchistes, écologistes, bref, une ampleur, un mouvement populaire comme on en a rarement vu. J'ai trouvé une seule exception, si vous en avez d'autres, je les prends, d'un syndicat, mais c'est un syndicat qui est situé évidemment dans les territoires occupés par l'armée russe. Donc, de ce côté-là, unanimité. Du côté des organisations syndicales et militantes russes, alors là, on peut relever en revanche d'importantes divisions. Alors certes, la principale fédération, c'est la Fédération des syndicats indépendants de Russie, la FNNPR, qui compte environ 20 millions de membres, donc qui pèse énormément, a appuyé sans ambiguïté l'invasion de l'Ukraine. Donc là, je vais citer donc un soutien armé, un soutien de toute la force du mouvement ouvrier. Donc dans une lettre ouverte adressée à Vladimir Poutine, l'organisation affirme, je cite, hein, que la guerre vise à défendre la souveraineté politique et économique, l'intégrité territoriale de notre pays, ses intérêts nationaux et la sécurité de ses citoyens. La phase chaude de cette guerre se déroule actuellement en Ukraine, où les revenants nazis agissent sur les instructions d'officiers de l'OTAN et se battent avec des armes de l'OTAN. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les revendications de cette centrale syndicale sont très claires. La fédération réclame et revendique, en tant que représentant du mouvement ouvrier, la nationalisation inconditionnelle des actifs des entreprises des pays inamicaux qui, je cite, hein, qui, conformément aux exigences des sanctions anti-russes décrétées par leur gouvernement, abandonnent leur production, laissant les employés sans emploi, les consommateurs sans produits et les partenaires sans commande. Je noterai que la fédération ne se prononce pas, en revanche, sur les investissements étrangers russes en Europe, aux États-Unis ou au Canada. C'est un enjeu, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, contrairement à l'Ukraine, on constate que de nombreux syndicats, en revanche, ont pris des positions extrêmement courageuses, compte tenu des risques de s'exprimer contre la guerre. C'est le cas de la deuxième centrale syndicale russe, la Confédération du travail russe. Cette organisation constate avec une grande amertume que ce sont les travailleurs de nos pays, des deux côtés, qui souffrent en conséquence directe du conflit militaire. Et cette dissociation, cette division que l'on constate dans le mouvement social et ouvrier russe, elle se retrouve également dans d'autres plus petits syndicats. Les syndicats des professeurs d'université, les syndicats des étudiants, les syndicats des professionnels de santé ont pris des positions au risque, évidemment avec des risques d'amende et de prison, puisque maintenant c'est le droit applicable en Russie. Bref, on constate ici une division du mouvement ouvrier russe et à mon avis, c'est important de le souligner. Au niveau du mouvement, si on sort maintenant des belligérants, des principaux belligérants, l'Ukraine et la Russie, au niveau du mouvement ouvrier international,
là, la situation apparaît quelque peu paradoxale. Alors, le premier point qui me semble vraiment extrêmement important de relever, c'est que, contrairement aux représentants étatiques, on note une quasi-unanimité du mouvement ouvrier, des grandes centrales syndicales, pour dénoncer l'agression russe. Il n'y a quasiment pas eu de débat. Je prendrai ici juste un exemple. À l'OIT, toutes les organisations syndicales ont dénoncé l'agression russe. Et les 14, par exemple, votants au conseil d'administration, ont tous adopté l'idée d'adopter des sanctions. C'est important de le noter parce qu'il y a eu tout un discours qui nous disait qu'il faut se rendre compte que la moitié de l'humanité appuierait éventuellement la politique de Poutine en pensant que la Chine et l'Inde, par exemple, appuieraient, soi-disant, au nom des représentants politiques, se ne prononçant pas contre l'agression, ça serait en train de les appuyer. Or, on constate qu'au niveau des organisations syndicales, c'est beaucoup plus complexe et qu'il y a une condamnation quasi unanime. On retrouve cette unanimité partout au niveau des grandes fédérations. Seule la Fédération syndicale mondiale, qui est une fédération historiquement stalinienne, a émis d'importantes réserves. Je pourrais revenir aux besoins. Mais bref, je n'ai pas trouvé une seule grande organisation syndicale ou régionale qui ne condamne pas l'agression. En revanche, maintenant, concrètement, au-delà de ces déclarations, ces incantations de principes sur nous sommes solidaires, bravo, qu'est-ce qui se passe concrètement comme action? Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point, mais il faut relever qu'historiquement, je n'ai pas réussi à retrouver dans l'histoire syndicale un mouvement qui avait suscité une telle solidarité humanitaire en termes financiers, en termes d'accueil des réfugiés, en termes d'aide, de convois de soutien humanitaire. Même, je ne sais pas, la guerre en Algérie en France n'avait pas suscité une telle solidarité. La lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, rien de tout ça. La lutte contre les migrants qui meurent par milliers en Méditerranée, j'ai jamais vu, enfin, j'arrive pas à trouver un élément de comparaison avec les milliers de dollars qui sont donnés. Même, vous regarderez les sommes allouées par les grandes centrales syndicales québécoises ou canadiennes pour l'Ukraine, on trouve difficilement une telle solidarité historiquement. Mais au-delà de cette solidarité humanitaire, sur la question des deux principales revendications des organisations ouvrières ukrainiennes, donc les armes tout d'abord. Et alors là, ce qu'on constate, c'est que l'immense majorité du mouvement ouvrier international est silencieux. Alors je ne m'attarde pas là-dessus, je vais vite, mais j'ai trouvé qu'une seule grande structure internationale à dire, à un moment donné, nous on appuie, on prend position et on appuie la solidarité armée, on appuie la résistance armée ukrainienne et on demande à nos gouvernements d'envoyer des armes. C'est le réseau qui s'appelle le réseau international de solidarité, mais c'est une relative petite structure. Et puis en plus, même dans cette structure internationale, même dans cette structure, une fois qu'ils ont pris cette position, il y a eu une réaction quasi immédiate des syndicats italiens ou de syndicats d'Amérique latine qui ont dit non, non, on n'est pas d'accord, chacun fait ce qu'il veut. Donc ça a été ça finalement le consensus qui a été adopté. Mais globalement, alors on nous explique, bah oui, mais c'est parce que les travailleurs, les travailleuses, qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau des armes? Donc, on préfère rester solidaire sur la philanthropie, sur l'aide humanitaire, comme ça on est unis, mais par contre, les armes, ça nous divise, et puis surtout, on ne pourrait rien faire. Or, ce n'est pas satisfaisant comme explication, parce que de l'autre côté de la barricade, du côté de ceux des syndicats et des travailleurs et des travailleuses qui refusent d'appuyer la résistance ukrainienne, eux, ils ont mené des actions d'éclat. Alors, par exemple, les syndicalistes de l'aéroport de Pise ont refusé d'embarquer un chargement d'armes pour l'Ukraine. Les dockers du port de Gênes ont observé une grève de 24 heures. Les entreprises des entreprises ferroviaires en Grèce ont refusé de faire un convoi d'armes pour le compte de l'OTAN. Des syndicats allemands, pas tous, des syndicats allemands s'opposent aussi, dans le Bourg par exemple, s'opposent au transfert d'armes. Donc, d'un côté, bref, en tout cas, il y a un vrai débat sur la question des armes à avoir, mais pour le moment, les seuls qui sont vraiment actifs, c'est ceux qui s'opposent au mouvement ouvrier ukrainien et donc à la solidarité avec une des principales revendications de la résistance ukrainienne. Ça, c'est pour les questions des armes. Au niveau des sanctions maintenant, alors là, les syndicats sont beaucoup plus, ils se sont tous prononcés quasiment au début. Nous sommes solidaires avec le peuple ukrainien, nous voulons des sanctions. Ça, en tout cas, c'était au début, mais c'était de manière très générale et c'était au début. Maintenant, quand cela devient très concret, c'est beaucoup plus complexe que ça. Par exemple, les appels au boycott qui ont été lancés par l'ensemble du mouvement ouvrier ukrainien et qui disent arrêtez de soutenir des entreprises qui sont du beurre, comme je sais pas, je vais prendre un exemple français, mais Total, qui continue de financer les avions, enfin de produire du pétrole, et donc du pétrole nécessaire aux avions russes qui nous bombardent. Donc arrêtez, dites-leur d'arrêter.
pourtant, il ne se passe rien, il n'y a eu quasiment aucune réaction syndicale. Au contraire, quand il y a eu des appels au tout début de boycott de l'entreprise des multinationales comme Auchan, Leroy Merlin, qui sont des grosses structures présentes en Russie, les représentants syndicaux qui ont pris la parole, la majorité, pas tous, mais la majorité ont dit non, non, on ne va pas faire, on ne va pas demander à Leroy Merlin de se retirer parce que les travailleurs et travailleuses russes vont se retrouver au chômage. Il faut rester solidaire avec eux. Jamais, ou quasiment jamais, dans ce cas-là, on mettait ça en rapport avec la revendication ukrainienne qui était mais arrêtez de financer la machine de guerre de Vladimir Poutine. Alors, ce qu'on sait au niveau des sanctions, c'est qu'avec la guerre, il va y avoir une inflation. Je pense qu'on le voit tous avec notre portefeuille, on le voit tous aujourd'hui. On sait qu'il va y avoir une augmentation des coûts de l'énergie. On sait que de plus en plus, les travailleurs et travailleuses vont en souffrir. Donc, ça va devenir un enjeu social, même au Québec, même au Canada, savoir est-ce que oui ou non, on continue à appuyer un régime de sanctions. Alors, juste pour illustrer, parfait. Juste, voilà, j'ai plus de temps, c'est parfait. Juste pour illustrer, on va prendre l'exemple du Québec et du Canada, où pourtant on est assez éloigné du conflit. C'est pas comme quand on est en Europe, où c'est une dynamique un peu qu'on vit au quotidien. Et puis c'est quelque chose d'assez limité, puisque là, depuis 2014, il y avait déjà des sanctions avec la Russie. On parle d'un commerce, c'est peut-être beaucoup d'argent, mais c'est environ, de ce que j'ai vu, là, 2 milliards de dollars. Donc ça ne représente pas grand-chose. Mais on a déjà vu. Alors, on a déjà relevé que donc, le gouvernement de Trudeau a pris une position très claire de solidarité, de sanctions, etc. Et pourtant, dès qu'il y a eu un problème, le premier problème qui est sorti, il y a eu des histoires avec un pétrolier, je pourrais y revenir, mais le gros problème, ça a été par exemple à Montréal, les turbines qui permettent au gazoduc de fonctionner. Ces turbines étaient en réparation à l'usine Siemens, une usine allemande, à Montréal. Alors là, gros pataquès, il nous fallait, là, comme il y avait des sanctions qui interdisent les exportations vers la Russie, beh, il fallait une dérogation. Et ben, pas de problème. Alors au début, on dit non et puis finalement, on dit oui et puis finalement, les turbines sont je ne sais pas si elles ont été livrées, on ne sait pas vraiment ça, parce que je crois que la Russie a refusé de les accepter, mais les turbines ont bien bénéficié d'une dérogation. Il n'y a pas eu il n'y a eu auc et alors, il n'y a eu aucune réaction syndicale du côté montréalais, 0. En revanche, du côté ukrainien, là, ils ont tous dit: «Mais arrêtez de financer la machine de guerre de Poutine». Donc il y avait vraiment une absence totale ici de solidarité, avec le mouvement ouvrier, ukrainien. Par exemple, aujourd'hui, là, on a appris, il y a quelques jours que l'entreprise Bombardier, aujourd'hui, équipait et c'était des moteurs de l'entreprise Bombardier qui équipaient les moteurs des drones qui sont actuellement qui se déversent, en Ukraine et qui ciblent plus ou moins aveuglément des populations civiles. J'ai pas vu un seul communiqué syndical sur le sujet. On peut prendre un autre exemple, en Alberta ou au Manitoba, une grande entreprise qui s'appelle l'entreprise Evraz. L'Evraz, c'est une entreprise qui appartient à l'oligarque le plus connu, qui s'appelle Roman Abramovich. Il appartient, enfin, il contrôle 40 pas loin de 40 de l'entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui fabrique notamment de métallurgie, qui fabrique ce qui est nécessaire pour les chars. Il y a 2000 employés au Manitoba, un peu plus 1000 ou 2000 aux États-Unis. Heu, le syndicat a pris très clairement position en solidarité avec les Ukrainiens. En revanche, ils ont dit: «Mais qu'est-ce qui va se passer? Si Abramovich vend ses parts, qui le rachète? Quelles sont nos garanties concrètement financières?» Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'Abramovich est visé par les sanctions, certes, mais ça n'a pas empêché de déléguer le pouvoir au conseil d'administration, qui gère actuellement l'argent. Et le conseil d'administration vient de décider de licencier 200 personnes, 270 exactement, et a décidé de vendre l'entreprise. On ne sait pas, et même le Royaume-Uni a dû prendre position, on ne sait pas si les fonds vont finalement revenir à Abramovich ou pas. On ne sait pas. Il y a aucun, pour l'instant, c'est vraiment le grand flou. On ne sait pas à qui ça sert. Le syndicat donc prend position actuellement en disant, mais nous, on veut contrôler la production, on veut contrôler et récupérer. On veut avoir notre mot à dire sur la production. Alors, j'ai terminé. Le seul mot que je veux dire, c'est que tout ça, à mon avis, ça ouvre très clairement la définition sur ce qu'on entend par la solidarité syndicale. Et ces exemples me semblent significatifs d'un manque de débat très concret sur des enjeux vitaux, sur ce que ça veut dire être solidaire international quand on est occupé ou quand on a des revendications majeures à faire valoir. Et pourtant, ce manque de débat me semble aujourd'hui très important, alors que ça nous permettrait minimalement de réfléchir sur les moyens de se réapproprier de vieilles revendications du mouvement ouvrier et du mouvement aussi qui sont aujourd'hui portés par certains mouvements socialistes, féministes et qui sont délaissés, comme par exemple la question des nationalisations et des expropriations. Voilà.